Un Boeing 787 d'Air India a décollé pour ce qui aurait dû être un vol de routine de 9 heures, mais il s'est finalement écrasé sur des bâtiments à peine une demi-minute après le départ. Pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Eh bien, je vais bientôt aborder les détails du rapport intermédiaire, mais d'abord, je veux parler de la période précédant sa publication, le 11 juillet 2025. Malheureusement, dans l'immédiat après cette tragédie, il n'y a pas eu de véritable mise à jour de la part des enquêteurs, ce qui, franchement, n'est pas si surprenant étant donné tout ce qu'ils avaient à faire et la prudence dont ils devaient faire preuve dans l'analyse des informations. Mais cela signifiait aussi qu'il y avait un vide d'informations important, ce qui a donné lieu à des spéculations folles, voire pire, à de véritables absurdités sous forme de désinformation délibérée, que la grande majorité du public n'était tout simplement pas en mesure de distinguer de la vérité. Par exemple, plusieurs faux rapports intérimaires ont circulé, et l'un d'eux affirmait que le siège du commandant de bord avait glissé ou basculé vers l'arrière, ce qui l'aurait amené à tirer involontairement sur les manettes de poussée sans même s'en rendre compte. En effet, cela est arrivé à un vol d'Air India Express, un Boeing 737-800 que j'ai couvert dans une autre vidéo. Mais cela signifiait aussi que ces imposteurs utilisaient désormais un mélange d'outils d'intelligence artificielle et de faits réels pour créer des récits qui semblaient au départ très crédibles grâce aux détails de cette ancienne histoire et à son rapport final. Je sais bien que tout le monde n'est pas capable d'identifier rapidement ces arnaques. Elles sont conçues pour tromper, et elles y parviennent vraiment. Et dans des situations comme celle-ci, il est toujours important de se tourner vers des sources fiables et de faire preuve d'esprit critique, surtout lorsque vous recevez quelque chose de vraiment choquant, peut-être de la part d'un ami ou d'un collègue. Maintenant, puisque au moins une partie de ce matériel fabriqué est basée sur des événements et des rapports réels, cela paraît extrêmement convaincant, même pour les professionnels du secteur, et cela me met vraiment en colère. Non seulement nous sommes confrontés à une terrible tragédie, le premier accident mortel d'un Boeing 787 est le crash le plus meurtrier de la décennie. Non, nous avons aussi des personnes qui diffusent sciemment des absurdités générées par l'intelligence artificielle, juste pour attirer temporairement l'attention ou pour d'autres motifs malveillants. C'est en grande partie pour cette raison que mon équipe et moi suivons cette histoire de près et que nous faisons régulièrement des mises à jour vidéo pour vous, et j'espère que vous appréciez. Mais maintenant, enfin, nous avons un rapport préliminaire. Et même s'il n'inclut toujours aucune conclusion définitive, il éclaire beaucoup sur ce qui s'est passé. Donc, cette vidéo concerne uniquement les faits ici. Ce que nous savons et ce que cela signifie, mais aussi ce que nous ne savons pas, ce qui est tout aussi important. Et il s'agit aussi de ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour rester bien informé. Cette tragédie s'est produite le jeudi 12 juin 2025 et concerne le vol Air India 171 d'Ahmedabad à l'aéroport de Gatwick à Londres, au Royaume-Uni. Jusqu'à cet événement tragique, le vol 171 était un service quotidien d'Air India, partant en début d'après-midi, et ce jour-là, l'appareil devait décoller à 13h10 locale. Le commandant de bord du vol était un homme de 56 ans qui totalisait 15 638 heures de vol, dont près de 8 600 heures sur Boeing 787, dont 8 260 en tant que pilote en fonction. Des rapports locaux antérieurs indiquaient qu'il était également commandant instructeur de ligne chez Air India et qu'il prévoyait de prendre sa retraite prochainement, mais cela n'a pas été mentionné dans le rapport. Son copilote avait 32 ans et totalisait 3 403 heures de vol, dont 1 128 heures sur Boeing 787. Et il est important de noter que pour ce vol, le copilote était le pilote en fonction et le commandant de bord était le pilote surveillant. Dans le cadre de leur préparation avant le vol, les deux pilotes ont subi des contrôles médicaux, y compris un test d'analyse de l'haleine, qui a montré qu'ils étaient tous deux aptes à effectuer le vol vers Gatwick. Selon le rapport, les deux pilotes semblaient également avoir eu suffisamment de repos avant le vol. L'une des spéculations que nous avons entendues avant la publication du rapport préliminaire était que l'avion transportait peut-être quelque chose qui aurait pu affecter les instruments à bord, mais le manifeste de chargement a montré qu'il n'y avait aucune marchandise dangereuse à bord de ce vol.
Quoi qu'il en soit, les calculs de carburant du pilote, le reste de la feuille de chargement et les calculs des vitesses V n'ont pas soulevé de préoccupation lors de l'enquête. Tout était apparemment dans les limites autorisées. Une fois l'équipage prêt, ils ont roulé vers la piste 2-3 pour le départ, avec environ 30 minutes de retard. Ahmedabad ne dispose que d'une seule piste et sa voie de circulation parallèle ne va pas jusqu'au seuil de la piste 2-3, ce qui signifiait que l'équipage devait rouler et entrer sur la piste depuis la voie de circulation Romeo 4, qui rejoint la piste à peu près à mi-chemin. Les premières données Automatic Dependent Surveillance Broadcast concernant le trajet de roulage de l'avion présentaient de nombreuses lacunes, ce qui a d'ailleurs suscité une certaine controverse initiale. Certains soupçonnaient que l'équipage avait peut-être tenté de décoller depuis l'intersection de la voie de circulation Romeo 4. Mais des rapports ultérieurs, ainsi que ce rapport préliminaire, ont confirmé que le 787 n'a pas décollé depuis cette position à mi-piste. Au lieu de cela, l'équipage a fait demi-tour jusqu'au seuil de la piste, longue de 3505 mètres, soit 11 500 pieds, puis a effectué un décollage sur toute la longueur de la piste. L'aéroport d'Ahmedabad se situe seulement à 58 mètres, soit 189 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais au moment du départ, la température élevée d'environ 37 degrés Celsius, soit 98,6 degrés Fahrenheit, faisait que l'altitude de densité était d'environ 3200 pieds. Cela exige un peu plus de performance de la part de l'avion, mais rien que le Boeing 787 et ses puissants moteurs GNX ne pouvaient gérer ce jour-là. Et bien sûr, ce sont des conditions dont les équipages qui volent à destination et en provenance de l'Inde auraient été parfaitement familiers. L'équipage a commencé sa course au décollage à 08 heures, 07 minutes et 37 secondes UTC, puis a atteint sa vitesse de décision V1 un peu moins d'une minute plus tard, ce qui serait considéré comme tout à fait normal pour leur masse au décollage. Les capteurs de poids sur les roues de l'avion ont alors indiqué qu'ils avaient décollé à 08 heures, 08 minutes et 39 secondes. Et toutes les vidéos prises lors de cet événement montraient au départ qu'ils avaient atteint un taux de montée positif normal. Mais très vite, ces mêmes vidéos ont ensuite montré que cette montée s'est aplatie puis s'est rapidement transformée en descente, une descente dont l'avion ne s'est jamais remis. Je reviendrai bientôt sur les conclusions de ce rapport. Mais d'abord, passons en revue quelques-unes des spéculations entendues juste après l'événement. Au départ, une grande attention a été portée sur les volets. Les volets n'étaient pas sortis. Une théorie suggérait que l'équipage ne les avait peut-être pas réglés correctement pour le décollage. Nous savons maintenant avec certitude que cela ne s'est pas produit. Les volets étaient bien réglés. Et en fait, cette erreur serait vraiment difficile à commettre dans les avions d'aujourd'hui, puisque plusieurs de nos listes de vérification avant le départ incluent ces volets. Et ces listes de vérification sont électroniques sur le 787. Et en plus de cela, l'avion sait aussi où les volets doivent être et il avertira donc les pilotes s'ils ne sont pas correctement réglés. Maintenant, ce que je veux souligner ici, c'est qu'avec les vidéos de faible résolution que nous avons vues au début, il était vraiment très difficile de voir si les volets étaient effectivement réglés. Même avec des images ou des vidéos de bonne résolution, les becs de bord d'attaque peuvent être un peu plus visibles, mais il faut regarder de très près pour pouvoir déterminer comment les volets de bord de fuite sont réglés. Vous voyez, l'une des choses pour lesquelles le 787 est célèbre, c'est son fuselage et ses ailes en composite de fibre de carbone. Et le fait que la fibre de carbone soit beaucoup moins sujette à la fissuration due à la fatigue signifie également qu'elles peuvent être très flexibles et fines, ce qui les rend plus efficaces. Le Boeing 787-8 dispose de deux positions de volets couramment utilisées pour le décollage, volet 5 et volet 15. Avec les volets 5, que ces pilotes utilisaient pour ce décollage, les becs de bord d'attaque s'étendent et les volets de bord de fuite s'allongent vers l'arrière, mais ne s'inclinent que légèrement, les rendant difficiles à distinguer. Le point suivant qui a attiré l'attention des gens concernait les moteurs, et il y avait une raison à cela dès le début, surtout après la diffusion d'une version de meilleure qualité d'une vidéo où un bruit de bourdonnement pouvait être clairement entendu, ce qui a amené beaucoup de personnes à croire que la turbine de secours ou Ram Air Turbine avait été déployée. Encore une fois, il est presque impossible de voir la Ram Air Turbine dans les vidéos. Elle a la taille d'une hélice, d'un petit avion d'aviation générale, mais elle tournerait rapidement dans le flux d'air, produisant ce bruit très caractéristique.
Son mât et sa trappe seraient un peu plus faciles à voir, mais pas depuis l'arrière, ni avec la résolution de ces vidéos. Cependant, comme je l'ai dit, il est possible de distinguer le bruit de la turbine d'air de secours et d'autres images de vidéosurveillance auxquelles nous n'avions pas eu accès au départ, mais qui ont été incluses dans le rapport préliminaire, ont montré que la turbine d'air de secours, ou Ram Air Turbine, s'est effectivement déployée alors que l'avion était encore dans sa montée initiale. L'enquête a également précisé qu'il n'y avait pas d'activité aviaire significative à proximité de l'avion qui aurait pu affecter les moteurs de l'appareil. Mais bien sûr, le déploiement de la turbine d'air de secours a attiré l'attention sur les moteurs et sur ce qui aurait pu causer leur perte de puissance. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la turbine d'air de secours peut se déployer, et beaucoup d'entre elles n'impliquent pas nécessairement une double panne moteur, comme Ben et moi l'avons évoqué dans notre précédent podcast sur la chaîne Captain Speaking. Mais il est important de souligner ici qu'une double panne moteur est non seulement extrêmement rare, elle est aussi pratiquement impossible que les deux moteurs tombent en panne exactement au même moment à cause de la plupart des défaillances techniques. C'est important à comprendre parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on pouvait voir dans l'une des vidéos que l'avion a cabré et a commencé à prendre de l'altitude pendant plusieurs secondes, ce qui signifie qu'il avait bien de la puissance au départ. Mais à moins qu'il n'ait perdu la puissance des deux moteurs à peu près exactement au même moment, on devrait pouvoir voir un mouvement de lacet distinctif au moment où cela s'est produit. Les moteurs sont assez éloignés l'un de l'autre, placés sur les ailes, et en perdre un signifie qu'il va soudainement générer beaucoup de traînées, tandis que l'autre moteur produira évidemment toujours de la poussée, et cette poussée asymétrique devrait être visible. Même avec quelque chose comme une contamination du carburant qui pourrait affecter les deux moteurs, des pannes doubles en même temps sont pratiquement impossibles. Et pourtant, nous n'avons constaté aucun tel lacet sur aucune de ces vidéos, ni aucun signe évident de problème technique moteur comme de la fumée sortant de l'un d'eux ou des ratés. Mais il y a aussi une petite mise en garde à cela. Le Boeing 787 est un avion très moderne, doté d'un système de commande de vol électrique conçu pour compenser automatiquement la poussée asymétrique en utilisant la gouverne de direction et ses autres commandes si besoin. L'avion déplacera même les pédales de gouverne de direction lorsqu'il fait cela afin d'informer les pilotes de ce qu'il est en train de faire. Donc, en théorie, du moins, cela pourrait expliquer pourquoi on ne voit pas vraiment de lacet momentané dans les vidéos si l'avion a perdu la puissance de ses moteurs à des moments différents. Un autre point à mentionner est le train d'atterrissage. Comme la plupart des avions gros porteurs, le 787 possède des jambes de train principales équipées de bogies, ce qui signifie que chaque jambe a 4 roues, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Le rapport préliminaire indique que la manette du train d'atterrissage a été retrouvée en position basse et verrouillée, et il n'est fait aucune mention d'un déplacement de la manette pendant toute la séquence de l'accident. Voilà qui est intéressant, car lorsque le train d'atterrissage est sorti et verrouillé, la paire arrière des roues sur chaque bogie est plus basse que la paire avant. Mais avant que le train puisse être rentré, le mécanisme fait pivoter le bogie de sorte que la paire avant des roues descend plus bas que les roues arrière. Et cela permet aux roues de mieux s'adapter à la base du puits de roues situé au bas du fuselage. Normalement, lorsque les bogies effectuent cette rotation, les portes principales du train d'atterrissage s'ouvrent quasiment en même temps. Et dans au moins une des vidéos, les bogies semblent être en rotation et la roue avant est plus basse que les roues arrière sur chaque jambe, mais les portes principales du train d'atterrissage restent fermées. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi cela s'est produit, si la séquence de rentrée du train d'atterrissage a réellement été initiée sans être mentionnée dans le rapport intérimaire, ou si cette position du train est une sorte d'illusion visuelle. Le 787 comprend beaucoup d'automatisation pour ses systèmes électriques et hydrauliques, qui auraient tous pu influencer ce que nous avons vu sans aucune action du pilote. Nous ne connaîtrons donc probablement pas la réponse à cette question avant la publication du rapport final. Mais voyons maintenant ce que nous savons réellement grâce à ce rapport intermédiaire. Nous avons d'abord appris que l'enquête se concentrait sur les interrupteurs de coupure de carburant grâce à un article de John Ostrower dans The Air Current du 8 juillet. Les interrupteurs de coupure de carburant se trouvent sur la console centrale derrière les manettes de poussée. Les pilotes les manipulent normalement au sol pour démarrer les moteurs avant un vol ou les arrêter après s'être garés à la porte d'embarquement.
Ils sont placés là où ils sont facilement accessibles pour chacun des pilotes, car ils font également partie de plusieurs listes de vérification d'urgence importantes, comme en cas d'incendie moteur, de dommages graves ou de séparation par exemple, où nous pourrions avoir rapidement besoin de couper le carburant du moteur en feu ou endommagé. Après ce premier rapport de la circulation aérienne, en effet, le rapport préliminaire a montré qu'à l'heure 08, 08 et 42 secondes, soit seulement 3 secondes après que le vol Air India 171 ait décollé, les interrupteurs de coupure de carburant du moteur numéro 1, puis une seconde plus tard du moteur numéro 2, sont soudainement passés de la position marche à la position arrêt. Comme Ben et moi l'avons expliqué dans un autre podcast en direct, ces interrupteurs possèdent quelques dispositifs conçus pour s'assurer que personne ne puisse les heurter ou les déplacer accidentellement. Tout d'abord, il y a deux grandes oreilles qui dépassent du socle de chaque côté des interrupteurs pour les protéger contre toute heurte accidentelle. Deuxièmement, les interrupteurs ne peuvent pas être simplement actionnés dans les deux sens. Pour les déplacer, tirez vers le haut, faites pivoter l'interrupteur vers une nouvelle position, puis relâchez-le dans sa nouvelle encoche. C'est un concept qui a fait ses preuves. D'autres interrupteurs dans les cockpits Boeing, comme le levier du train d'atterrissage, fonctionnent de façon similaire. Il faut les tirer, les tourner et les relâcher. Je dois maintenant mentionner que le rapport préliminaire met également en avant un bulletin spécial d'information sur les ordonnances aériennes de la FAA ou SAIB, qui a été publié en 2018. Ce bulletin concernait le dispositif de verrouillage des commutateurs de contrôle du carburant comme ceux-ci, mais installés sur les Boeing 737. Le bulletin mentionnait que certains de ces commutateurs avaient été installés avec un dispositif de verrouillage désactivé ou non conforme aux normes. Mais cela n'était cependant pas considéré comme une condition dangereuse par la FAA. Et même si une inspection de ces commutateurs était recommandée, elle n'a jamais été rendue obligatoire. Le rapport provisoire indique qu'Air India n'avait pas effectué cette inspection volontaire sur cet avion en particulier. Mais il est important de préciser ici qu'il n'existe aucun rapport dans l'historique de cet avion faisant état de problèmes critiques avec ces commutateurs spécifiques. De plus, le rapport souligne également que le module de contrôle du carburant, qui comprend ces commutateurs, a été remplacé sur cet avion à 2 reprises après la publication de ce SAIB, une fois en 2019 et de nouveau en 2023, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les commutateurs de contrôle du carburant. Maintenant, je tiens vraiment à souligner qu'à ce stade, nous ne savons pas comment ni pourquoi ces commutateurs ont été actionnés, mais nous savons que l'un des pilotes a demandé à l'autre pourquoi il avait coupé, et l'autre pilote a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Ces déclarations feront l'objet d'un examen approfondi par l'enquête à venir, mais pour l'instant, cela peut être interprété de 2 manières différentes. Soit les pilotes n'ont effectivement pas actionné les commutateurs, soit l'un d'eux l'a fait mais ne l'a tout simplement pas reconnu. Dans tous les cas, l'avion a fait ce qu'on lui a demandé. L'alimentation en carburant des moteurs a été immédiatement coupée, entraînant leur ralentissement rapide. Et c'est évidemment ce qui a déclenché le déploiement de la turbine à air de secours à l'arrière dont j'ai parlé plus tôt. Puis à l'heure 08, 08 et 52 secondes, 10 secondes après que les commutateurs de contrôle carburant ont été placés sur coupure, quelqu'un a ensuite remis le commutateur du moteur 1 sur marche et 4 secondes plus tard, également celui du moteur numéro 2. Au même moment, l'avion a automatiquement lancé le démarrage de son groupe auxiliaire de puissance, la PU, pour fournir à l'appareil une puissance électrique supplémentaire. Mais contrairement à la turbine à air de secours qui a commencé à fournir de l'hydraulique à l'avion seulement 5 secondes après son déploiement, l'APU n'a probablement jamais eu le temps d'entrer en service. Cependant, d'autres systèmes du 787 fonctionnaient pour sauver l'avion ainsi que ses passagers et son équipage. Lorsque les interrupteurs de coupure de carburant sont remis en position de marche et que l'avion est en vol, l'électronique des moteurs tente automatiquement de rallumer les moteurs dès que possible. C'est donc ce qui s'est passé maintenant. L'enregistreur de vol a révélé une augmentation des températures des gaz d'échappement des 2 moteurs. Le moteur numéro 1, dont l'interrupteur a été réactivé en premier, a cessé de ralentir et a entamé sa récupération. Le moteur numéro 2 a réagi un peu plus lentement, mais de toute façon, à ce stade, il était déjà trop tard.
13 secondes après la remise en marche du premier moteur, l'un des pilotes a lancé un appel Mayday dont la formulation exacte n'est pas citée dans le rapport. Et seulement 6 secondes plus tard, l'avion a percuté le mur nord-est d'un bâtiment voisin avec une assiette à cabrer estimée à environ 8 degrés. Lors de l'impact, il s'est rapidement désintégré, des morceaux de son fuselage, de ses ailes et de ses moteurs percutant ensuite 4 autres bâtiments aux alentours, et sa charge énorme de carburant a pris feu. L'accident a tué 242 personnes dans l'avion et 19 au sol, blessant grièvement de nombreuses autres personnes au sol. Un seul occupant de l'avion a survécu. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Eh bien, encore une fois, il s'agit d'un rapport d'enquête préliminaire qui vise uniquement à fournir un compte rendu factuel de ce qui s'est passé. Nous connaîtrons toute l'histoire lorsque le rapport final sera publié, probablement dans 1 an ou 2. D'ici là, je recommande vraiment à tout le monde d'éviter toute spéculation concernant le Boeing 787 Air India et tout le reste ici, jusqu'à ce que l'enquête propose des mesures de sécurité concrètes à prendre. Car ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons être sûrs que tous les aspects ont été pris en compte. Comme je l'ai dit au début, le manque d'informations au début de cet accident a poussé les gens à chercher des réponses dans les endroits les plus improbables. Un système de divertissement en cabine qui ne fonctionne pas au sol ou une climatisation qui ne démarre pas immédiatement à l'embarquement peuvent être très frustrants, c'est certain, mais ces systèmes sont souvent séparés de ce que nous, pilotes, considérons dans le cockpit et de ce dont nous avons besoin pour un vol en toute sécurité. Et ils offrent rarement des indices sur la cause d'un accident comme celui-ci. Maintenant, lorsqu'il s'agit de désinformation, il y a quelques indices à rechercher pour les repérer. Les tout premiers faux rapports sont apparus quelques jours après l'accident, ajoutant qu'un rapport final serait prêt dans les prochains jours. Si vous voyez des rapports de ce type, vérifiez les dates pour voir si elles sont cohérentes. Cela serait évidemment impossible autrement. Cet accident aérien, le pire de la dernière décennie, attirera une attention très élevée pendant des semaines, voire des mois, ce qui est tout à fait justifié. Il est compréhensible que Boeing ait pris cette affaire très au sérieux, se retirant effectivement du Salon du Bourget en juin afin d'aider l'enquête de toutes les manières possibles. Mais ici, je dois également souligner qu'au moins au moment où nous enregistrons ceci, nous n'avons pas entendu Boeing publier de bulletin de sécurité ni la FAA émettre de directives de navigabilité concernant le Boeing 787. Et il n'y avait également aucune indication de ce genre dans le rapport intérimaire. Cela suggère que même si l'enquête se concentre lentement sur des systèmes spécifiques, cet accident n'est probablement pas lié à un problème de conception de l'appareil, mais c'est là qu'il faut tracer la limite entre spéculation et information. Le Bureau d'enquête sur les accidents d'aéronefs de l'Inde est soutenu par le National Transportation Safety Board, la FAA, et l'équivalent britannique pour les accidents aériens. Et d'ailleurs, ce rapport préliminaire était bien plus détaillé que ce à quoi beaucoup s'attendaient, ce qui me rend vraiment heureux de le constater. C'est rafraîchissant de voir une telle ouverture et transparence nécessaires pour tirer des leçons de telles tragédies. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ben et moi tenterons d'y répondre lors d'un prochain podcast Captain Speaking. Je réponds aussi à de nombreuses questions en direct lors de mes réunions Zoom avec mon équipe Patreon fantastique qui rend possible ce genre de vidéos de reportage. Et si vous voulez participer à ma prochaine réunion, scannez ce QR code ou allez sur patreon.com/join/mentourpilot. J'adorerais vous y voir. Je m'appelle Peter Ehrenfeld et vous regardez Mentour Now. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.